Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Shadow, assistant pharmacologie. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur les différentes classes des antibiotiques. En commençant par les bêta-lactamines, après on va voir les aminosides, les macrolides, les tétracyclines, les sulfamides, les glycopeptides. Bien qu'il existe d'autres médicaments non classés tels que l'acide fusidique, la phosphomycine et les azolides. Commençons par les bêta-lactamines. On va voir la classification des bêta-lactamines, le mécanisme d'action, les différents mécanismes de résistance aux bêta-lactamines, les différentes classes des bêta-lactamines, la relation entre bêta-lactamine et allergie, et on termine par une conclusion. Vous savez bien que les bêta-lactamines demeurent la famille d'antibiotiques la plus utilisée dans le monde. Cela s'explique principalement par le nombre de spécialités disponibles couvrant un spectre bactérien relativement large. Ces molécules sont homogènes sur le plan structural et ils sont caractérisés par la présence d'un élément commun. C'est le cycle bêta-lactam. Ce cycle, qui s'appelle aussi le groupement pharmacophore, c'est un groupement indispensable à l'activité des bêta-lactamines. Alors, la classification des bêta-lactamines, elle est basée surtout sur la structure chimique et plus précisément sur la nature de l'hétérocycle accolé au cycle bêta-lactam. On distingue les pénicillines, les céphalosporines, les carbapinèmes et les monobactams. Concernant le mécanisme d'action, vous savez bien que les bêta-lactamines inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Alors, la paroi bactérienne est composée de deux composants, la N-acétylglucosamine et l'acide N-acétylmuramique. Ces deux composants se lient pour former une chaîne. Les différentes chaînes sont liées par les chaînes tétrapeptidiques et les ponts interpeptidiques. Alors, les bêta-lactamines bloquent l'enzyme transpeptidase et par conséquent bloquent la synthèse de la paroi bactérienne. Alors, si vous remarquez, les bêta-lactamines agissent sur les bactéries en phase de multiplication. Ce sont des antibiotiques bactéricides qui n'agissent pas sur la bactérie en phase de repos. Concernant la résistance aux bêta-lactamines, on distingue plusieurs mécanismes qui dépendent de la bactérie. Par exemple, certaines bactéries telles que les entérobactéries et les aérobies strictes comme les pneumocoques et les entérocoques sont imperméables aux bêta-lactamines. D'autres bactéries telles que les entérobactéries, les aérobies strictes et les staphylocoques ont la capacité de synthétiser une enzyme qui s'appelle bêta-lactamase. Cette enzyme, elle dégrade les bêta-lactamines en ouvrant le noyau bêta-lactam. Ou bien par modification de la cible, par des mutations génétiques. D'autres mécanismes, c'est la présence de la pompe à efflux. Cette pompe joue un rôle de transporter le médicament du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et par conséquent, il va diminuer l'activité de l'antibiotique. Maintenant, on va parler sur les bêta-lactamases. Alors, cette famille d'enzymes hydrolyse la liaison amide cyclique du cycle bêta-lactam, ce qui entraîne une perte de la capacité bactéricide. Alors, les bêta-lactamases sont soit constitutives, ça veut dire que leurs gènes se trouvent sur le chromosome, ou bien sont acquises par le transfert du plasmide. Certains des antibiotiques bêta-lactam sont
des mauvais substrats pour les bêta-lactamases, ce qui donne une résistance relative à l'hydrolyse et conserve ainsi leur activité contre les organismes producteurs de bêta-lactamases. Maintenant, on va voir les différentes classes des bêta-lactamines. En commençant par les pénicillines. Alors, les pénicillines sont soit des molécules naturelles ou bien semi-synthétiques. Pour le molécule naturelle, on distingue les pénicillines J. Ce sont des pénicillines à administration intraveineuse unique. Et les pénicillines V ou bien phénoxyméthylpénicilline sont des médicaments administrés aussi par voie orale. Pour les pénicillines A et M, ce sont des médicaments résistants aux bêta-lactamases, peuvent être utilisés par voie orale aussi et présentent un spectre relativement large par rapport aux pénicillines naturelles. Alors, pour la pénicilline J, elle est administrée uniquement par voie intraveineuse car elle est dégradable par voie orale au niveau de tube digestif. Pour la benzylpénicilline ou bien la pénicilline à libération prolongée, elle est administrée par voie intramusculaire. Elle présente une demi-V très élevée. La pénicilline V, c'est la forme résistante de la pénicilline G. Elle est administrée par voie orale. Il existe d'autres pénicillines telles que la pénicilline M, type oxacilline, cloxacilline, la pénicilline A, telle que l'amoxicilline, l'amidinopénicilline, l'uridopénicilline et la carboxypénicilline. Alors, concernant le profil pharmacocinétique de la pénicilline G, la pénicilline G présente un pic sanguin en 15 à 30 minutes. Elle diffuse dans les tissus, mais elle présente une pénétration difficile dans les tissus osseux et le tissu nerveux. Elle est excrétée par les reins selon une filtration glomérulaire et une sécrétion tubulaire. Elle peut entrer alors en compétition avec certaines molécules excrétées simultanément telles que la propénicite. Ça veut dire, si on administre la pénicilline avec la propénicite il va inhiber l'élimination de la pénicilline, ce qui augmente la demi-vie d'élimination de ce dernier. Pour les effets indésirables, la pénicilline J est un peu toxique, mais elle peut provoquer des accidents allergiques graves par sensibilisation avec les autres pénicillines et les céphalosporines apportés par une médication antérieure. Alors l'effet indésirable majeur de la pénicilline J, c'est les réactions allergiques type 1. Et entre parenthèses, le choc anaphylactique. Mais on peut avoir aussi des réactions retardées qui apparaissent après quelques heures ou bien quelques jours. Par exemple, des urticaires, des fièvres, des arthralgies ou bien un rash cutané. On peut avoir aussi une toxicité hématologique type d'agranulocytose ou bien une thrombopénie, c'est-à-dire la diminution du taux des plaquettes au niveau du sang. On peut avoir aussi des convulsions, par exemple après injection intraveineuse des fortes doses de pénicilline. Passons maintenant à la pénicilline M. La sous-classe des pénicillines M, elle est représentée par la méthicilline, l'oxacilline et la cloxacilline. Alors, la méthicilline, c'est une molécule qui résiste à l'action des bêta-lactamases, mais elle est détruite dans le tube digestif. Cette molécule est active sur les staphylocoques producteurs au nom des bêta-lactamases, entre parenthèses pénicillinase, à l'exclusion des souches dites méthi-R. Cette molécule a été retirée du marché depuis 1984. Les autres molécules existent sur le marché. Concernant les pénicillines, on distingue l'ampicilline,
l'amoxicilline modifiée chimiquement ou bien des prodrogues tels que la méthampicilline, la pivampicilline et la bicampicilline. Alors, un prodrogue est une molécule inactive qui nécessite une activation à l'intérieur du corps. Concernant le profil pharmacocinétique des pénicillines A, alors l'amoxicilline présente une absorption rapide avec une biodisponibilité d'environ 70% et une Tmax d'environ 1 heure. Pour la distribution, environ 18% de l'amoxicilline plasmatique totale est liée aux protéines plasmatiques avec un volume de distribution entre 0,3 et 0,4 litres par kilogramme. Notons que l'amoxicilline traverse la barrière placentaire et peut être détectée dans le lait maternel. L'amoxicilline est partiellement excrétée dans les urines sous forme d'acide pénicilloïque inactif dans une proportion pouvant atteindre 10 à 25% de la dose initiale. Elle est éliminée principalement par voie rénale et elle peut entrer en compétition avec plusieurs médicaments qui sont éliminés par la même voie. Alors, l'utilisation concomitante de la probinicide n'est pas recommandée car la probinicide diminue la sécrétion tubulaire de l'amoxicilline et par conséquent il prolonge la demi-vie de l'amoxicilline. En outre, l'allopurinol augmente la probabilité de réactions cutanées et allergiques. Pour les tracyclines et d'autres médicaments bactériostatiques, ils peuvent interférer avec les effets bactéricides de l'amoxicilline. Notons qu'il est contre-indiqué d'associer un médicament bactéricide avec un médicament bactériostatique. Parce que le médicament bactériostatique, il va diminuer l'activité du médicament bactéricide. Pour la méthotrexate, les pénicillines peuvent réduire l'excrétion de méthotrexate et augmenter ainsi sa toxicité. Concernant les carboxypénicillines, la molécule la plus utilisée c'est la ticarcilline. Alors, les carboxypénicillines sont des molécules instables au milieu acide. Ils ne sont pas administrables que par voie parentérale. Ces molécules présentent une activité remarquable sur les bacilles pyocyaniques ou bien sur les pseudomonas aeruginosa. Les uridopénicillines présentées par la pépéracilline sont réservées aux infections sévères dues aux bactéries ou bien aux bacilles gram négatives résistants naturellement à l'ampicilline. Maintenant on passe aux oxapinams. Les oxapinams sont représentés par l'acide clavulanique. L'acide clavulanique présente une analogie structurelle avec les bêta-lactamines et agissent également comme des substrats de suicide pour les bêta-lactamines. Actuellement, la seule molécule de la classe des oxapinames commercialisée est l'acide clavulanique qui n'est pas une activité antibiotique mais qui est utilisée comme inhibiteur des bêta-lactamases. Alors l'association d'un bêta-lactamine avec l'acide clavulanique potentialise l'activité des antibiotiques en inhibant les bêta-lactamases. Concernant les carbapinames ou bien les pinames, ils sont représentés aujourd'hui par l'imipinam qui possède une stabilité élevée contre l'hydrolyse par les bêta-lactamases et sont généralement réservés à des infections sévères. Les céphalosporines ou bien les céphères, ce sont des molécules qui présentent une meilleure stabilité vis-à-vis des bêta-lactamases, des bactéries type bacilles gram négatifs
avec une activité anti-gram positive moins bonne que les pénicillines. Cependant, l'activité contre les bacilles gram négatifs augmente avec les générations. On distingue plusieurs générations. Les céphalosporines de première génération, représentées par la céphachlore, la céphadroxyle, la céphalexine. Les céphalosporines de deuxième génération, telles que la céphoxétine. Les céphalosporines de troisième génération, telles que la céphixime. Céphalosporines de quatrième génération, telles que la céphépime. Et les céphalosporines de cinquième génération, telles que la céptaroline. Les céphalosporines de première génération agissent principalement sur les bacilles gram positifs, à savoir les Staphylococcus aureus metis, producteurs au nom des bêta-lactamases type pénicillinase, des streptocoques dans les pneumocoques, sur quelques bacilles gram négatives. Concernant la pharmacocinétique, ces molécules sont bien résorbées par le tube digestif avec une demi-vie courte, une bonne diffusion pulmonaire et nombreux organes, mais pas de diffusion dans le liquide céphalorachidien. Ces molécules sont éliminées principalement par voie urinaire. Pour les céphalosporines de deuxième génération, elles présentent une bonne activité sur les Staphylococcus aureus metis. Elles présentent une absorption digestive variable, une demi-vie courte, une bonne diffusion mais pas dans le LCR et une élimination urinaire. Concernant les céphalosporines de troisième génération, elles présentent une bonne activité sur les bacilles gram négatives grâce à leur stabilité au bêta-lactamase avec une activité variable sur les pseudomonas et les acénitobactères. Elles présentent aussi une activité sur les gram positifs, mais moins que les céphalosporines de deuxième génération. Concernant le profil pharmacocinétique, ces médicaments présentent une demi-vie courte qui varie entre 1 heure et 8 heures. Ils présentent une résorption digestive faible avec des concentrations sériques faibles, de plus en plus faibles de la première à la troisième génération. Ils présentent une élimination dans les urines sauf la ciftriaxone et la cifopyrazone qui ont une élimination mixte rénale et biliaire. Ils présentent aussi une bonne diffusion tissulaire y compris dans le liquide céphalorachidien pour les céphalosporines de troisième génération injectables. Concernant les céphalosporines de quatrième génération, elles présentent une activité sur les entérobactéries ayant acquis une résistance aux autres céphalosporines de troisième génération par hyperproduction des céphalosporinases. Les céphalosporinases, ce sont des enzymes responsables de la dégradation des céphalosporines qui appartiennent à la famille des bêta-lactamases. Concernant les effets indésirables, les céphalosporines peuvent entraîner des réactions allergiques similaires à celles des bêta-lactamines. Le plus souvent, il s'agit de rash maculopapuleux, des urticaires et des œdèmes de Quick. Les réactions anaphylactiques graves demeurent exceptionnelles, surtout avec les céphalosporines de deuxième génération et de troisième génération. On peut avoir aussi d'autres manifestations telles que la cytopénie, la pseudomaladie sérique, l'eczéma, la toxidermie qui est parfois sévère. Ils peuvent entraîner aussi des troubles gastro-intestinaux type nausées, vomissements et diarrhée par destruction de la flore intestinale. Les céphalosporines peuvent aussi entraîner des troubles hépatiques avec perturbation transitoire des transaminases et des phosphatases alcalines. Ils peuvent entraîner aussi des altérations rénales, surtout en association avec d'autres molécules néphrotoxiques. Ils peuvent aussi entraîner des troubles hématologiques avec, par exemple, hyperéosinophilie, c'est-à-dire augmentation du taux des éosinophiles, des leucopénies, ça veut dire diminution
des leucocytes et ou bien thrombopénie, thrombocytopénie, ça veut dire diminution de taux des plaquettes qui peut être réversible. Passons maintenant aux monobactam. Alors, les monobactam sont des bêta-lactamines monocycliques représentés par l'astréonam. Ce sont des médicaments à usage hospitalier administrés principalement par voie intramusculaire ou intraveineuse, car leur absorption par voie orale elle est pratiquement nulle. La résorption musculaire elle est presque totale. Ils sont utilisés surtout pour traiter les infections génito-urinaires, broncho-pulmonaires, les septicémies, les infections cutanées, les infections intra-abdominales et les infections gynéco-obstétricales. Passons aux allergies aux bêta-lactamines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'effet indésirable le plus grave des bêta-lactamines, c'est les réactions allergiques. Alors, l'allergie aux bêta-lactamines est une situation fréquente car environ 10% des malades se disent allergiques à la pénicilline. Derrière cette notion d'allergie, on distingue les hypersensibilités immédiates pouvant conduire au choc anaphylactique et les hypersensibilités retardées. Alors, afin de détecter ces allergies, des bilans allergologiques comportent des tests cutanés orientés selon le tableau clinique doivent être réalisés et complétés des tests de provocation orale en l'absence des contre-indications. Ces tests vont permettre de confirmer ou infirmer ce diagnostic et d'identifier en cas d'allergie confirmée les alternatives sûres au sein des bêta-lactamines. L'allergie aux pénicillines est une allergie qui ne contre-indique pas systématiquement l'utilisation des céphalosporines, car les allergies croisées entre les pénicillines et les céphalosporines sont inférieures à 10%. Alors, un patient ayant présenté une allergie type éruption cutanée simple peut être traité en première intention par une céphalosporine. On peut changer carrément la classe des bêta-lactamines en utilisant les macrolides et ses apparentes. Alors, pour gérer les allergies, pour les patients qui présentent une allergie simple, on utilise les céphalosporines car la réaction allergique croisée entre les pénicillines et les céphalosporines est inférieure à 10%. Mais si la réaction allergique est sévère, on va changer carrément la classe et on substitue les bêta-lactamines par les macrolides. Maintenant on va voir les tétracyclines, les sulfamides, les quinolones et les glycopeptides. Commençons par les tétracyclines. Alors, les tétracyclines sont des molécules composées de 4 cycles. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques à large spectre. Elles voient leur usage limité aujourd'hui par l'émergence de résistance. Ils sont classés selon la génération et la demi-vie en cyclines de première génération, dont la demi-vie est intermédiaire d'environ 10 heures, des cyclines de deuxième génération avec une demi-vie longue et des cyclines de troisième génération. Alors, les tétracyclines agissent sur la bactérie en inhibant la synthèse des protéines bactériennes par fixation sur la sous-unité 30S du ribosome. Elles bloquent le ribosome et par conséquent, elles bloquent la synthèse protéique. En dehors de l'activité principale, les tétracyclines peuvent présenter d'autres activités non antibiotiques, par exemple un effet anti-inflammatoire, en particulier par inhibition de la migration des polynucléaires neutrophiles et de la production par ces derniers des substances oxydantes. Un effet immunomodulateur, une action antilipasique et une inhibition de l'angiogenèse, qui a été démontrée in vitro pour la doxycycline et l'aminocycline. Concernant la pharmacocinétique, les tétracyclines sont
bien absorbés par voie orale, ils présentent une bonne biodisponibilité, mais ils peuvent former des complexes avec les ions tels que le calcium, le magnésium, le fer et l'aluminium. Alors, il faut espacer les prises entre les tétracyclines et les autres médicaments contenant l'un de ces éléments. Pour la distribution, ces médicaments présentent une distribution large, sauf au niveau du système nerveux central. Ils ont la capacité de se fixer sur les os et les dents et entraînent une coloration des dents, surtout chez les enfants. Ils sont métabolisés par voie hépatique et éliminés par voie rénale ou biliaire. Les tétracyclines sont surtout indiquées en cas d'infection sexuellement transmissible, en cas d'infection à germe intracellulaire, en cas d'infection respiratoire basse, en cas de prophylaxie de paludisme. Et notons que la tigecycline est enregistrée actuellement pour le traitement des infections compliquées de la peau et des tissus mous et des infections abdominales. Concernant les effets indésirables, les tétracyclines peuvent entraîner des intolérances digestives type nausées, vomissements. Ils peuvent entraîner des modifications de la flore commensale. Ils peuvent entraîner aussi des troubles neurologiques, des troubles hépatiques et rénaux, des troubles hématologiques, des allergies, des photosensibilisations et un risque de nécrose de l'œsophage. Ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'allergie chez les enfants dont l'âge est inférieur à 8 ans parce qu'ils entraînent la coloration des dents et chez la femme enceinte et allaitante. Alors, les sulfamides sont des agents bactériostatiques et bactéricides à forte concentration. Ce sont des médicaments à large spectre, cependant, de nombreuses résistances acquises existent. Alors, concernant le mécanisme d'action, les sulfamides présentent une parenté structurelle avec l'acide para-aminobenzoïque. Ils vont bloquer le dihydrothyroïde synthétase qui va catalyser la réaction de transformation de l'acide para-aminobenzoïque et la dihydropyridine en acide dihydrothyroïque, ensuite en acide dihydrofolique. Alors, les sulfamides bloquent la synthèse de l'acide folique nécessaire pour la synthèse des bases puriques et des bases pyrimidiques. Concernant le profil pharmacocinétique, alors les sulfamides présentent une bonne résorption digestive par voie orale, une forte liaison aux protéines plasmatiques, et ils passent à travers la barrière méningo-céphalique, ce qui justifie leur utilisation dans le traitement des méningites. Ils passent aussi à travers la barrière placentaire et se trouvent dans le lait maternel. Alors, les sulfamides sont principalement métabolisés par acétylation hépatique pour donner des métabolites inactifs. Ils sont éliminés principalement par voie rénale. On distingue des sulfamides à demi-vie courte, par exemple la sulfaméthysole, des sulfamides à demi-vie moyenne tels que le Bactrim et du sulfamide à demi-vie très longue, par exemple la pyrimétamine et la sulfadoxine. Les sulfamides peuvent être classés selon la voie d'administration en sulfamides à effet systémique, c'est le cas des sulfaméthoxazoles associés à la trimethoprim qui est utilisé principalement comme antibactérien à large spectre. C'est la spécialité Bactrim. Et la sulfadiazine en association avec la pyrimétamine qui est utilisée en prophylaxie en traitement de la toxoplasmose chez les sujets immunodéprimés. La sulfadoxine est utilisée aussi comme antipaludien associé à la pyrimétamine.
sulfamétamine. Les sulfamides à usage local sont divisés en sulfamides à effet local digestif et sulfamides à effet local cutané. Pour les sulfamides à effet local digestif, on distingue la sulfazalazine. La sulfazalazine, elle est hydrolysée dans l'intestin pour donner la sulfapyridine et l'acide 5-aminosalicylique qui présente une activité anti-inflammatoire. Cette molécule est efficace dans le traitement des rectocolites hémorragiques et de la maladie de Crohn. Pour les sulfamides à effet local cutané, on distingue la sulfadiazine en usage local pour le traitement des brûlures et des plaies infectées. Concernant les effets indésirables, les sulfamides peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux, des troubles rénaux, des toxicités hématologiques, surtout les neutropénies, les thrombocytopénies, des anémies hémolytiques par déficit en glucose 6-phosphate déhydrogénase et des troubles cutanés allergiques. Les sulfamides sont contre-indiqués en cas d'hypersensibilité ou bien en cas d'exposition au soleil. Ils sont contre-indiqués aussi en cas d'insuffisance rénale hépatique sévère, en cas d'hémopathie, en cas de déficit en glucose 6-phosphate déhydrogénase, et sont aussi contre-indiqués chez les nouveau-nés, chez les prématurés, chez la femme enceinte et allaitante. Maintenant on passe aux quinolones. Alors, les quinolones sont des agents antibactériens de synthèse dont le premier représentant utilisé en thérapeutique a été l'acide nalidixique, découvert en 1962. Depuis, plusieurs composés ont été synthétisés. Alors, les quinolones inhibent la réplication de l'ADN en agissant sur l'ADN gérase, une enzyme préférentielle chez les grammes négatifs, ou bien la topoisomérase 4. C'est la cible préférentielle pour les grammes positifs. Alors, les quinolones sont des antibiotiques bactéricides rapides, dose dépendants et qui présentent un effet post-antibiotique marqué. Les quinolones sont classés en quinolones de première génération qui agissent essentiellement sur les entérobactéries, par exemple l'acide nalidixique. Les fluoroquinolones, ce sont des quinolones de deuxième génération qui agissent aussi sur les Staphylococcus aureus, MITS et pyogènes, et les quinolones de troisième et quatrième génération qui agissent aussi sur les streptocoques et les anaérobies, par exemple la lévofloxacine. Concernant le profil pharmacocinétique, les quinolones présentent une bonne absorption par voie orale et intramusculaire. Cependant, cette absorption, elle est influencée par l'alimentation. La distribution des quinolones de première génération, elle est mauvaise. Pour la fluoroquinolone, la distribution, elle est bonne. Elle est meilleure pour le tissu pulmonaire, le tissu cardiaque et le tissu osseux, et le liquide céphalorachidien. Concernant le métabolisme, il est hépatique à l'exception de l'acide pipimidique, la norfloxacine, l'ofloxacine et la ciprofloxacine. L'élimination, elle peut être rénale ou bien hépatique. Concernant l'indication des quinolones, ils sont principalement indiqués dans les infections urinaires type cystite, pyélonéphrite et prostatite. Ils sont aussi indiqués dans les infections osseuses parce qu'ils présentent une excellente diffusion osseuse par voie orale. Ils sont indiqués aussi dans les diarrhées bactériennes type salmonellose, shigellose. Ils sont indiqués aussi dans les infections des voies respiratoires. Ils sont indiqués aussi dans les bactériémies et dans les endocardites. Il est important de les utiliser d'une manière rationnelle pour
préserver l'arsenal thérapeutique, éviter l'apparition des souches résistantes. Alors, concernant les effets indésirables et contre-indications, les fluoroquinones peuvent entraîner des troubles neuropsychiques, des tendinopathies, des hépatotoxicités, des phototoxicités. Ils peuvent entraîner aussi des troubles cardiaques, type allongement de l'espace QT. Et ils sont contre-indiqués en cas d'allergie au quinolone. Ils sont contre-indiqués aussi en cas de déficit en glucose 6-phosphate dihydrogénase. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et allaitante et chez l'enfant. Ils sont contre-indiqués chez les patients avec antécédents de tendinopathie et chez les patients avec antécédents convulsifs, surtout pour l'acide nalidixique. Passons maintenant aux glycopeptides. Alors, les glycopeptides sont des molécules naturelles de nature glycopeptidique représentées par la vancomycine et la thycoplanine. Ces molécules agissent sur la paroi bactérienne en inhibant la synthèse des peptidoglycanes par fixation sur le précurseur des peptidoglycanes. Elles agissent uniquement sur les germes gram-positifs. Elles présentent une action bactéricide lente avec un effet antibiotique temps dépendant. Concernant la pharmacocinétique des glycopeptides, alors les glycopeptides présentent une absorption orale nulle et sont administrés uniquement par voie intraveineuse pour avoir un effet systémique ou bien par voie orale juste pour avoir un effet local. La distribution elle est rapide dans les tissus avec une pénétration dans le système nerveux central qui est faible pour la vancomycine et insuffisante pour la thycoplanine. Les glycopeptides sont éliminés presque totalement par voie rénale avec une TN2 longue pour la thycoplanine. Les glycopeptides sont des antibiotiques réservés au milieu hospitalier. Ils sont utilisés soit par voie orale pour avoir un effet local ou bien par voie intraveineuse pour avoir un effet général. Alors, par voie orale, ils sont utilisés pour la décontamination digestive ou bien pour les colites à Clostridium difficile. Par voie générale, ils sont utilisés contre les infections sévères à staphylocoque résistantes aux autres antibiotiques. Ils sont utilisés aussi en cas d'endocardite, de septicémie, des infections de l'os et des tissus mous et en cas de méningite. Concernant les effets indésirables, les glycopeptides peuvent entraîner des phlébétocides d'injection, du syndrome de l'homme rouge, caractérisé par des hypotensions, libération de l'histamine. Elles peuvent entraîner aussi, comme les aminosides, des toxicités rénales via auditif, ce qui nécessite le suivi thérapeutique des toxiques de ces antibiotiques. Maintenant, on va voir les aminosides et les macrolides. Commençons par les aminosides. Alors, les aminosides sont appelés aussi les aminoglycosides car ils sont constitués d'une partie aminée et un sucre complexe. Ils sont divisés en aminosides naturels et aminosides semi-synthétiques. Alors, les aminosides naturels sont la streptomycine, la niomycine, la kanamycine, la tobramycine et la gentamycine qui est très utilisée. Et les aminosides hémisynthétiques représentés par l'amicacine et la méthylmycine. Alors, concernant le mécanisme d'action, ces antibiotiques agissent sur l'inhibition du ribosome et par conséquent la synthèse des protéines bactériennes. Elles présentent une action bactéricide. Les aminosides présentent une activité bactéricide intense, rapide et importante. Cette activité, elle est indépendante de l'inoculum. Elle est dose dépendante. Ça veut dire que l'effet augmente en fonction de la dose. Il ne dépend pas du temps de contact. Elle présente aussi
un effet post-antibiotique, ça veut dire que l'effet il persiste même après l'arrêt de médicaments. Sur le plan pharmacocinétique, les aminosides présentent une absorption digestive nulle et ne sont pas absorbés par voie orale et sont administrés soit par voie intraveineuse ou bien voie intramusculaire. Ils présentent une résorption complète et rapide par voie intramusculaire. Ils présentent aussi une diffusion rapide et importante dans les liquides biologiques et la plupart des tissus, sauf les méninges, avec un passage phytoplacentaire. Ils ne sont pas métabolisés et ils sont éliminés par voie rénale sous forme inchangée. Ils sont aussi dialysables. Concernant les effets indésirables des aminosides, on distingue principalement la toxicité rénale et la toxicité auditive. Alors, la toxicité rénale, elle est représentée par des lésions des cellules tubulaires proximales. Elle peut être réversible. Par contre, la toxicité auditive, elle est irréversible. Cette toxicité, elle est aggravée surtout en cas de traitement prolongé ou bien lorsque l'association avec d'autres médicaments néphrotoxiques. Les aminosides peuvent entraîner aussi une myasthénie, surtout en association oculaire. Alors, l'utilisation des aminosides nécessite un suivi thérapeutique représenté par des dosages sériques au pic, c'est-à-dire au Cmax, afin d'évaluer l'efficacité, car vous savez bien que l'efficacité des aminosides dépend de la concentration. Et aussi le dosage de la cymine afin d'évaluer la toxicité. On doit aussi utiliser une seule dose journalière afin de diminuer la toxicité et d'augmenter l'efficacité. Et en cas d'hémodialyse, on doit administrer ces aminosides 4 heures avant la séance de dialyse. Pourquoi 4 heures avant la séance de dialyse? Vous savez bien que les aminosides présentent un effet post-antibiotique et sont concentration dépendant. Alors, on administre l'aminoside avant la dialyse, il va exercer ses effets thérapeutiques, il sera éliminé pendant la séance de dialyse et comme ça on évite la toxicité des aminosides. Maintenant, on passe aux macrolides. Alors, les macrolides, ce sont des macromolécules qui présentent un cycle macrolactonique. Ce sont des molécules bactériostatiques qui bloquent la multiplication bactérienne. Ils sont divisés en 3 types selon la structure chimique. Les macrolides à 14 chaînons, ce sont des macrolides soit naturels ou bien synthétiques. On distingue aussi les macrolides de 15 carbones, ce sont les azalides tels que l'azithromycine, et les macrolides de 16 carbones qui peuvent être naturels ou bien aussi synthétiques. Il existe d'autres antibiotiques apparentés aux macrolides. Ils présentent une similarité chimique et spectrale et représentés par les kétolides, les lincosanides et les synergistines. Concernant le mécanisme d'action, les macrolides agissent sur la sous-unité séquente du ribosome en bloquant la synthèse des protéines. Il existe d'autres antibiotiques apparentés aux macrolides, représentés par les kétolides, les lincosanides et les synergistines. Ce sont des antibiotiques qui présentent une similarité chimique et spectrale. Concernant le mécanisme d'action, les macrolides agissent sur le ribosome et plus précisément sur la sous-unité séquente S en bloquant la synthèse
des protéines. Alors, les macrolides sont des antibiotiques bactériostatiques qui bloquent la multiplication bactérienne. Elles présentent aussi un effet bactéricide faible. Cet effet dépend de la concentration de l'antibiotique, il dépend aussi de l'espèce bactérienne et il dépend de la phase de la croissance bactérienne. Ces médicaments présentent aussi d'autres activités, à savoir les effets immunomodulateurs et les effets anti-inflammatoires dont le mécanisme est mal élucidé. Concernant la pharmacocinétique des macrolides, alors les macrolides sont administrés par voie intraveineuse ou bien par voie orale. Pour l'érythromycine, qui est instable au milieu acide et nécessite une petite transformation sous forme de sel laurique ou bien de l'ester propionique afin de protéger le groupement pharmacophore. Sa biodisponibilité, elle diminue en fonction de l'alimentation. La distribution des macrolides, elle est excellente. Elle présente aussi une bonne diffusion osseuse, mais une mauvaise diffusion dans le liquide céphalorachidien. Le métabolisme est hépatique par le cytochrome P450 CYP3A4, cible de plusieurs inhibiteurs et inducteurs enzymatiques. Et l'élimination est surtout biliaire sous forme inchangée ou bien sous forme de métabolites. Pour les effets indésirables, les macrolides présentent généralement une bonne tolérance. Cependant, ils peuvent entraîner des troubles digestifs, des réactions allergiques cutanées, des troubles hépatiques, surtout à des posologies élevées, des troubles transitoires de l'audition, surtout avec l'érythromycine à des doses très élevées. Ils peuvent entraîner aussi des troubles cardiaques. Ils peuvent aussi inhiber la cytochrome P453A4 et agissent comme des inhibiteurs enzymatiques et entrent en interaction avec d'autres médicaments métabolisés par ce type de cytochrome. Alors, l'utilisation des macrolides est à éviter en cas d'insuffisance hépatique sévère parce que les macrolides sont métabolisés et éliminés principalement par le foie. En cas d'insuffisance rénale, l'azithromycine est contre-indiquée. La clarithromycine et la d'érythromycine doivent être adaptées. Alors, en conclusion, l'antibiotique reste un outil important dans la thérapeutique anti-infectieuse. Sa prescription doit respecter certaines règles généraux. On doit bien choisir l'antibiotique selon la bactérie, le foyer infectieux, le patient. On doit discuter l'association ou non de l'antibiotique. On doit respecter la posologie, la voie d'administration, la durée du traitement. On doit surveiller aussi les effets indésirables et on doit respecter les contre-indications de ces antibiotiques. Et merci pour votre attention.